Avec des centaines de milliers de personnes signalées disparues chaque année, il n'est pas surprenant que certaines de ces histoires se terminent de manière très troublante. Nous allons commencer cette vidéo avec l'une des plus étranges, l'affaire Nicholas Barclay. Le 13 juin 1994, à San Antonio au Texas, Nicholas, âgé de 13 ans, joue au basket avec ses amis par un après-midi d'été brûlant. Alors que le soleil commence à se coucher, Nicholas appelle chez lui pour qu'on vienne le chercher, mais c'est son frère Jason qui décroche. « Maman dort après son service de nuit », dit-il. Nicholas devra donc rentrer à pied seul. Mais ce soir-là, Nicholas ne franchira jamais la porte de sa maison. Sa mère, Beverly, se réveille et découvre la disparition de son fils. Elle appelle immédiatement la police. Des équipes de recherche ratissent le quartier pendant plusieurs jours, sans résultat. Nicholas n'était pas un enfant facile. Il avait eu quelques démêlés avec la justice. Certains pensaient qu'il avait peut-être simplement fugué, mais sa famille refusait d'y croire. Pourtant, l'espoir commence à s'éteindre. 3 mois passent, sans la moindre piste. Puis Jason passe un appel étrange à la police. Il prétend avoir vu Nicholas tenter de s'introduire dans leur garage au milieu de la nuit. Quand Jason l'a interpellé, Nicholas se serait enfui dans l'obscurité. La police fouille minutieusement les alentours, mais ne trouve aucune preuve de sa présence. Certains enquêteurs commencent à penser que Jason a inventé toute l'histoire. Puis l'affaire tombe complètement dans l'oubli. En octobre 1997, plus de 3 ans après la disparition de Nicholas, Beverly Barclay reçoit un appel qui change tout. Les autorités espagnoles lui annoncent que Nicholas a été retrouvé vivant. L'interlocuteur explique qu'un garçon de 16 ans a été découvert dans un foyer pour jeunes à Linares. Il avait caché son identité pendant des semaines, trop effrayé pour parler. Lorsqu'on réussit enfin à lui délier la langue, il donne un nom qui choque tout le monde. Nicholas Barclay. Le garçon raconte une histoire incroyable à la police espagnole. Il aurait été kidnappé au Texas, puis emmené clandestinement en Europe. Pendant 3 ans, il aurait été retenu par un réseau de traite d'êtres humains. Torturé, drogué, ses yeux auraient même été changés chimiquement de couleur. Mais il aurait fini par s'échapper. La sœur de Nicholas, Carrie, s'envole immédiatement pour l'Espagne. Au foyer, elle rencontre un adolescent nerveux portant une casquette et des lunettes de soleil pour cacher son visage. En le voyant, Carrie éclate en sanglots. Pour elle, aucun doute, c'est son frère. Les autorités espagnoles se dépêchent de renvoyer Nicholas en Amérique. Son incroyable survie fait la une des journaux internationaux. Après 3 ans d'enfer, la famille Barclay est enfin réunie. Mais bientôt, certains détails commencent à sembler étranges. De retour à San Antonio, la famille célèbre le retour de Nicholas. Amis et voisins l'accueillent à bras ouverts. Pourtant, des choses clochent. Nicholas paraît légèrement différent. Ses cheveux sont plus foncés, il semble plus âgé que 16 ans et surtout, ses yeux sont désormais marrons au lieu de bleus. Quand on lui pose des questions, Nicholas a toujours une explication. Les trafiquants m'ont drogué, torturé et ont changé la couleur de mes yeux avec des produits chimiques, répète-t-il. Il parle aussi avec un accent étrange et semble incapable de se souvenir de détails de son enfance qu'il devrait pourtant connaître. Sa famille accepte tout cela comme des séquelles de son traumatisme. Mais un enquêteur privé, Charlie Parker, rend visite à la famille. Il travaille avec une équipe de télévision qui prépare un reportage sur le retour de Nicholas. Dès qu'il rencontre le garçon, Parker a un mauvais pressentiment. Son comportement paraît trop calculé, son histoire trop parfaite. Puis Parker remarque un détail troublant. En comparant le garçon assis dans le salon avec une vieille photo de famille accrochée au mur, il se focalise sur un point que peu de gens auraient remarqué. Les oreilles ne correspondent pas. Or, Parker le sait, les oreilles sont comme des empreintes digitales, uniques et immuables. Mais Parker se heurte à un problème. Personne ne le croit. La famille pense qu'il est fou de douter de leur miracle. Même le FBI lui dit qu'il fait fausse route. Comment oser accuser un enfant traumatisé d'être un imposteur? Parker décide de poursuivre son enquête en secret. Pendant des mois, il observe attentivement Nicholas, cherchant la moindre incohérence. Le garçon paraît nerveux en sa présence, comme s'il savait qu'il était surveillé. Finalement, le FBI commence aussi à douter
et ordonne des tests ADN et d'empreintes digitales. Lorsque Nicholas apprend ces tests, il devient de plus en plus anxieux. Il sait que son temps est compté. En mars 1998, Parker organise une rencontre avec Nicholas dans un dîner local, tandis que le FBI observe discrètement. Assis en face de lui, Parker lui dit calmement que le jeu est terminé. Les résultats ADN vont bientôt arriver. Le jeune homme le fixe longuement, soupire profondément, puis avoue quelque chose qui choque tout le monde. « Je m'appelle Frédéric Bourdin et je suis recherché par Interpol. » Le garçon n'était pas Nicholas. C'était en réalité un imposteur français de 23 ans, un escroc en série surnommé le Caméléon, connu pour usurper des identités. Bourdin explique sa logique tordue. Nicholas était porté disparu depuis des années, donc personne ne s'attendait à ce qu'il ressemble exactement à l'enfant disparu. Il a foncé ses cheveux, s'est fait de grossiers tatouages pour correspondre à la description, et son histoire d'abus expliquait toutes les différences. Les tests ADN confirment son aveu. Ce n'était pas Nicholas Barclay. En septembre 1998, Bourdin plaide coupable de fraude de passeport et de parjure. Un juge le condamne à 6 ans de prison. Mais depuis sa cellule, Bourdin fait une déclaration encore plus troublante. Selon lui, si son imposture a si bien fonctionné, c'est parce que le vrai Nicholas est mort. Il accuse la famille d'avoir accepté son mensonge parce qu'elle savait que leur fils ne reviendrait jamais, voire parce qu'ils l'auraient eux-mêmes tué. « Je suis un bon imposteur », dit-il. Mais pas à ce point-là. Ces paroles insinuent que la famille a peut-être eu une implication dans la disparition. Le FBI interroge longuement Beverly, la mère de Nicholas. Elle réussit 2 tests au détecteur de mensonges, mais échoue au 3e. Lorsqu'on lui demande si elle sait ce qu'il est advenu de son fils, les enquêteurs se méfient aussi de Jason, le frère, qui avait affirmé avoir vu Nicholas après sa disparition. Mais en 1998, Jason meurt d'une overdose, emportant ses secrets avec lui. L'enquête piétine. Aucune preuve solide ne relie la famille à la disparition. Les Barclay affirment qu'ils ont été victimes 2 fois, d'abord par la disparition de Nicholas, puis par l'imposture cruelle de Bourdin. Mais les questions demeurent. Aujourd'hui, Nicholas Barclay serait un homme d'une 40aine d'années. Il est porté disparu depuis près de 30 ans. Malgré l'attention mondiale et d'innombrables enquêtes, aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. L'affaire reste totalement non résolue. Kaylin Luder. Vers 21h, le 26 septembre 2014, une femme nommée Kaylin Luder a passé un appel paniqué au 911, affirmant qu'une bagarre avait éclaté dans la salle commune de son immeuble. Lorsqu'on lui a demandé si des armes étaient impliquées, elle a déclaré avoir entendu des coups de feu. Lorsque la police est arrivée sur place, elle a trouvé une réception de mariage pleine d'invités joyeux et a eu du mal à croire à la version de Kaylin. D'après le rapport des forces de l'ordre, l'un des invités a admis avoir allumé un pétard plus tôt dans la soirée, ce que Kaylin aurait pu confondre avec un coup de feu. De manière étrange, quelques heures plus tard, Kaylin a de nouveau appelé le 911, mais elle a raccroché avant que l'opérateur ne réponde. Quelques minutes plus tard, la police l'a rappelée et a noté qu'elle semblait très confuse. Même si les agents avaient du mal à comprendre ce qu'elle disait, Kaylin leur a confié que son colocataire pensait qu'elle devenait délirante et paranoïaque. Un peu après 8 heures le lendemain matin, elle a encore une fois contacté les secours. Cet appel est aujourd'hui considéré comme l'un des plus troublants jamais enregistrés et rendus public. Je vais vous en faire écouter un extrait pour que vous puissiez juger par vous-même. Repeat the address for verification. They're stealing from my house. Okay, say your address one more time. I'm having a hard time hearing you. Get the out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. You don't know who they are. No, I don't. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Lors de l'appel, Kaylin dit à l'opératrice du 911 qu'un intrus se trouve dans son appartement, mais elle se contredit plusieurs fois et commence à dire des choses qui n'ont aucun sens. À un moment donné, sa colocataire, Carole,
entre dans la pièce et semble très perplexe face aux accusations de Kaeleen, selon lesquelles quelqu'un aurait pénétré par effraction chez elle. Quelques secondes plus tard, Kaeleen explique que la nuit précédente, elle avait vu plusieurs personnes l'observer à travers sa fenêtre et semblait convaincue qu'elle prévoyait d'entrer par effraction. Okay, where exactly are you? I'm in the back bedroom. Karen, Where did lock the your door. suspect enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Yes, there's 6 apartments. Okay, is there anybody else in your apartment that should be there? I believe she is here. I have a roommate. Hey, Karen, lock the door. There's something going on there. Come here. Yeah. They might have left. Okay, what's going on now? They've left now? Yeah, so I'm just going to look and see if anything's been taken. Someone opened the door, and I heard them come in. Don't do that, Carol. The door's still locked. It's impossible. They must have a key or something. Because when I took the dog out, I heard people talking. And there was people last night, like, sitting outside the window. And so they, like, were scoping us out or something. Why is the door still locked? Well, I can't explain that, but I heard, like, 2 people talking. De façon étrange, Carol fait remarquer que la porte de l'appartement est toujours verrouillée, et l'a été toute la matinée, ce qui rendrait évidemment toute intrusion impossible. Pourtant, Kaeleen semble toujours bouleversée et convaincue qu'un intrus s'est introduit chez elle, même s'il était relativement clair d'après l'appel qu'il n'y avait pas eu d'effraction. La police s'est tout de même rendue chez Kaeleen pour s'assurer qu'elle allait bien. Une fois sur place, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion. Plus tard dans la journée, vers 18h, les caméras de sécurité du complexe ont filmé Kaeleen à l'extérieur de son appartement, marchant pieds nus sous la pluie en direction d'un petit ruisseau près de l'entrée. Sur les images, on la voit porter son chien en revenant de ce ruisseau vers son appartement. On ne sait pas si elle parle à elle-même ou à son chien, mais son comportement semble clairement étrange. Quelques secondes plus tard, on la voit courir en direction de son appartement, comme si elle fuyait quelqu'un. Tragiquement, cette vidéo a été la dernière fois que Kaeleen a été vue vivante. Plus tard dans la journée, elle a disparu après avoir laissé chez elle son téléphone, son chien, ses chaussures et son portefeuille. Au cours de l'enquête, sa famille a révélé qu'elle ne laissait jamais son chien, Phyllis, seul plus d'1 heure, l'emmenant même à des événements spéciaux comme des mariages et des remises de diplômes. Dès le début, la police a supposé que Kaeleen souffrait de troubles mentaux. Bien qu'ils aient ratissé toute la zone, les premières recherches n'ont rien donné. Ce n'est que 2 mois et demi plus tard, le 1er décembre de la même année, que son corps a été découvert par des ouvriers municipaux de West Valley City, près d'un conduit d'évacuation. De manière troublante, l'un des ouvriers a remarqué que son corps dépassait de l'eau au milieu de la rivière, partiellement caché par des plantes. Mais en raison de la longue période de décomposition dans l'eau, il a fallu du temps aux enquêteurs pour déterminer son âge et son sexe. Et même après avoir confirmé son identité, il leur était impossible de déterminer la cause exacte de sa mort, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Dès que son corps a été retrouvé, la famille de Kaeleen a affirmé qu'elle avait été victime d'un acte criminel, mais cela restait impossible à prouver à cause du niveau avancé de décomposition. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que son corps a été retrouvé assez loin de l'endroit où les autorités supposaient qu'elle était accidentellement tombée dans le ruisseau. La rivière dans laquelle elle aurait chuté est peu profonde, et même avec les fortes pluies,
Il semble peu probable que son corps ait pu être transporté aussi loin sans être bloqué par une branche ou coincé dans la boue. Bien que les autorités aient conclu à une noyade accidentelle causée par ce qu'elles pensent être une crise psychotique, de nombreux éléments de l'affaire ne concordent tout simplement pas. Pour commencer, Kylene n'avait pas d'antécédents de troubles mentaux. Certes, elle avait du mal à trouver un emploi et, selon son père, elle était un peu déprimée ces derniers mois. Mais presque tout son entourage la décrivait comme stable et relativement heureuse. Cependant, au début de l'année 2014, Kylene avait décroché un poste dans une école, mais elle a été licenciée après quelques mois. Selon son père, cet événement l'avait rendue un peu déprimée. Dans les semaines précédant sa disparition, elle avait également été refusée à une autre offre d'emploi, ce qui n'avait probablement pas arrangé son moral. En fouillant davantage, j'ai découvert que certains événements de son passé auraient pu contribuer à une éventuelle détérioration de son état mental. 3 ans après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2006, son frère jumeau a accidentellement tué leur oncle alors qu'ils étaient tous les deux sous l'influence de drogue. Il a été condamné à 5 ans de prison. Même si cet incident l'avait évidemment bouleversé, Kylene était restée relativement stable et n'avait jamais montré de signes de troubles psychologiques. Du moins, pas au point de justifier des appels au 911 aussi inquiétants et délirants. D'après mes recherches, 2 principales théories tentent d'expliquer ce qui est arrivé à Kylene. La première théorie est qu'elle aurait subi une crise psychotique soudaine due au stress lié à sa situation professionnelle. Les enquêteurs qui défendent cette hypothèse pensent que Kylene aurait marché pieds nus sous la pluie jusqu'à l'épuisement avant de tomber dans la rivière. C'est une possibilité, mais un détail interpelle. Personne ne l'a signalé en train d'errer dans les rues le jour de sa disparition. La seconde théorie suggère que, même si Kylene semblait paranoïaque, elle n'avait peut-être pas tort de croire que quelqu'un la traquait. Si elle avait effectivement été suivie la veille de son premier appel au 911, il est possible que cette personne ait fini par l'atteindre avant que la police ne puisse intervenir. Cependant, d'après le témoignage de sa colocataire, il est tout aussi possible que Kylene ait simplement imaginé tout cela à cause d'une détérioration de son état mental. Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais la vérité. Cette affaire laisse derrière elle de nombreuses questions sans réponse. À qui Kylene parlait-elle vraiment sur la vidéo de surveillance? Son chien? Elle-même? Ou quelqu'un d'autre? Pourquoi marchait-elle pieds nus sous la pluie? Et si elle était vraiment paranoïaque et délirante, qu'est-ce qui aurait pu déclencher cette crise soudaine? Avec plus de 10 ans écoulés depuis les faits, il est fort probable que le mystère entourant la disparition de Kylene Looder le soir du 26 septembre 2014 ne soit jamais résolu. Le 2 novembre 2016, un mercredi matin apparemment ordinaire à Redding, en Californie. Sherry, une mère de 2 enfants âgés de 34 ans, enfile ses chaussures de course, embrasse sa famille, puis sort respirer l'air frais de l'automne pour ce qui devait être un simple jogging à travers son quartier tranquille. Mais ce même après-midi, son mari Keith rentre à la maison. La voiture de Sherry est garée dans l'allée. La maison est vide. Pas de mots, aucune explication. Inquiet, Keith parcourt le trajet habituel de course de son épouse. Ce qu'il découvre le glace d'effroi, l'iPhone de Sherry gît au bord de la route, ses écouteurs emmêlés dans le gravier et une de ses chaussures abandonnée dans la poussière. Sherry s'est volatilisée. En quelques heures, le comté de Shasta devient le théâtre d'une vaste opération. Voitures de police sillonnant les rues, hélicoptères survolant les forêts. Les bénévoles affluent par dizaines, puis par centaines. Toute la communauté se mobilise pour retrouver la mère disparue. Des veillées aux chandelles sont organisées. On décrit Sherry comme une « super maman » qui n'abandonnerait jamais ses enfants. Mais peu à peu, la peur s'installe dans la petite ville. Si Sherry pouvait disparaître sans laisser de traces, qui était encore en sécurité? Les jours deviennent des semaines. Les recherches s'étendent aux forêts, aux ravins, aux cabanes abandonnées. Mais chaque piste s'évanouit. Chaque signalement mène à une impasse. Sherry semble avoir disparu dans le néant. 3 semaines passent. Le matin de Thanksgiving, la famille Papini vit une fête glaciale,
sans sa mère. Mais soudain, un automobiliste aperçoit une silhouette le long de l'autoroute 5, à près de 240 km au sud de Reading. Une femme titube au bord de la route. Elle est méconnaissable. C'est Sherry. Une chaîne pend de son poignet. Un sac recouvre sa tête et ses longs cheveux blonds ont été coupés par mèches entières. Son corps est couvert de brûlures et le mot Exodus a été gravé sur son épaule, comme une marque au fer rouge. Sa voix n'est plus qu'un souffle, mais elle parvient à raconter une histoire terrifiante. 2 femmes l'auraient enlevée. Des hispaniques, armés et masqués. Elles l'auraient jeté dans un SUV sombre, capturé lors de son jogging. Pendant 3 semaines, elles l'auraient enchaîné dans un placard, torturé quotidiennement, forcé à utiliser une litière comme un animal. Puis, le matin de Thanksgiving, elle l'aurait relâché, abandonné sur l'autoroute avant de disparaître. À l'hôpital, Keith découvre une épouse amaigrie de près de 20 kilos couverte de bleu. « Ma chérie a souffert terriblement », confie-t-il au journaliste, implorant qu'on cesse les rumeurs et les mensonges. La communauté se réjouit de son retour, tandis que les enquêteurs cherchent activement ces mystérieuses ravisseuses. Mais rapidement, des questions troublantes surgissent. Pourquoi personne n'a vu le fameux SUV sombre? Comment Sherry a-t-elle survécu 3 semaines de torture? Les enquêtes fonctionnent comme un puzzle. Chaque pièce doit s'emboîter. Or, les pièces de l'histoire de Sherry ne tiennent pas. Des tests ADN révèlent la présence de matériel génétique masculin sur ses vêtements, contredisant son récit. Ses relevés téléphoniques montrent des déplacements étranges. Des caméras de surveillance la filment dans des lieux où elle affirme ne jamais avoir été. Mois après mois, aucune trace des 2 femmes, aucun témoin, aucun SUV. Puis en 2020, 4 ans après la disparition, un test ADN avancé fait éclater la vérité. Le profil génétique correspond à un ex-petit ami de Sherry. Le FBI la confronte le 13 août 2020. Preuves en main, relevés téléphoniques, location de voiture, témoignages, les agents l'avertissent, mentir sur un enlèvement est un crime fédéral. Mais Sherry persiste, répétant son histoire des 2 femmes armées. Son ex, lui, raconte une version radicalement différente. Sherry l'a contacté des semaines avant sa disparition, voulant fuir son mariage. Il l'a hébergée 3 semaines dans le sud de la Californie. Elle s'est coupé les cheveux elle-même, s'est infligé des brûlures pour paraître victime. Elle voulait rendre son scénario crédible. Pire encore, Sherry n'a pas seulement menti à sa famille. Elle a trompé l'État. Elle a reçu plus de 30 000 $ du fonds d'indemnisation des victimes en Californie, ainsi que des allocations de sécurité sociale pour un traumatisme inventé. Chaque dollar provenait d'un mensonge. Les preuves s'accumulent. Appels téléphoniques, témoignages, caméras de péage. Tout démontre qu'elle était avec son ex. Mars 2022. La supercherie prend fin. Sherry Papini est arrêtée pour fraude postale et fausse déclaration aux enquêteurs fédéraux. 6 semaines plus tard, elle plaide coupable. Dans les documents judiciaires, les procureurs révèlent l'ampleur de sa mise en scène. Elle s'est affamée pour ressembler à une victime de séquestration. En septembre 2022, le juge la condamne à 18 mois de prison fédérale et à 310 000 $ de restitution. À l'annonce du verdict, Sherry ne dit qu'une chose. « Oui, monsieur. » Keith, lui, demande immédiatement le divorce et la garde exclusive de leurs enfants. En larmes, Sherry s'excuse publiquement. Elle dit être profondément honteuse et vouloir se racheter toute sa vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir purgé sa peine et été libérée en 2023 dans un foyer de réinsertion, son affaire fait la une des documentaires True Crime et même d'un film. Puis, en 2025, nouveau rebondissement. Dans une interview, Sherry change encore sa version. Cette fois, elle affirme que l'enlèvement était réel, mais commis par son ex-petite amie, et non par 2 femmes. Elle avoue avoir menti par peur de perdre la garde de ses enfants en cas de divorce. Ce n'était pas le bon choix. Je regrette de ne pas avoir dit la vérité. C'était James, déclare-t-elle. Même sa propre mère refuse de croire cette énième version, qu'elle décrit comme juste un nouveau chapitre d'une saga invraisemblable. Sophia McKenna.
Dans la nuit du 27 mai 2018, Spencer Mugford, un jeune homme de 20 ans, a retrouvé son amie Sophia McKenna sur le parking de l'université du Connecticut Avery Point, où il était étudiant. À cette époque, Sophia était dans une relation toxique et abusive avec un certain Austin Cordova, une situation qui s'était aggravée dans les mois précédant cette nuit de mai. Selon la mère de Sophia, Austin voyait quelqu'un d'autre tout en étant encore en couple avec elle, ce qui avait poussé Sophia à fréquenter d'autres hommes également. Lorsqu'Austin l'a découvert, il s'est rendu à l'appartement de Sophia et a tenté de défoncer la porte, menaçant prétendument de lui ôter la vie. C'est après cet incident que Sophia a commencé à passer beaucoup de temps avec Spencer Mugford, qu'elle avait rencontré en travaillant dans un spa local. Ils sont sortis ensemble un certain temps avant de décider de rester simplement amis. Quelques semaines plus tard, Spencer a trouvé un nouvel emploi sur un bateau de pêche touristique, organisant des excursions de pêche d'une demi-journée. Cette nuit-là, en mai, Spencer et Sophia se sont retrouvés sur le parking, ont pris un voilier sans mât appartenant à l'université et ont mis le cap vers le New London Ledge Lighthouse, une attraction touristique populaire du Connecticut, connue comme l'un des bâtiments les plus effrayants de l'État. Peu après 1h du matin, Sophia a utilisé le téléphone de Spencer pour publier une vidéo sur son histoire Snapchat où l'on peut voir Spencer pagayer sur l'eau à bord du petit voilier sans mât. Yeah, we're out here in the ocean with us. That is the land. Like, we still have to get to there. Wait, where? Oh, we're almost there. Dans la vidéo, Sophia pointe le téléphone vers le rivage et insiste en plaisantant sur la distance qu'il leur reste à parcourir pour atteindre le phare. Les deux amis semblent de bonne humeur alors qu'ils se dirigent vers le New London Ledge Lighthouse. Quelques minutes plus tard, vers 2h du matin, après être enfin arrivé au phare, Spencer publie sur Snapchat une photo de Sophia devant un panneau « Accès interdit ». Ce fut la dernière fois que l'un d'eux a été vu vivant. Le lendemain, Austin a contacté Michelle, la mère de Sophia, affirmant qu'il était inquiet car il n'avait pas eu de nouvelles d'elle alors qu'ils avaient prévu d'aller faire du shopping. C'est alors que Michelle a remarqué qu'elle avait plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu entre 2h05 et 2h09 la nuit précédente. En rappelant ce numéro, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait du téléphone de Spencer. Redoutant le pire, Michelle a signalé la disparition de sa fille. Vers 18h ce jour-là, les gardes-côtes ont lancé une recherche officielle. Ils ont retrouvé la voiture de Sophia garée sur le parking de l'université, avec son téléphone toujours à l'intérieur, ce qui expliquait pourquoi elle avait utilisé celui de Spencer pour essayer d'appeler sa mère la veille au soir. Les autorités ont également découvert la chemise de Spencer attachée à une bitte d'amarrage sur le quai du New London Ledge Lighthouse, ce qui laissait penser qu'ils l'avaient utilisée pour attacher leur bateau. Cependant, le voilier n'était plus là. Pendant ce temps, Austin et son père ont décidé de mener leurs propres recherches. En survolant la mer, ils ont repéré le voilier retourné près de Truman's Beach, sur la côte nord de Long Island, à environ 21 km du phare. Le 28 mai, soit un jour après la disparition, les gardes-côtes ont suspendu leurs recherches en raison des conditions météorologiques difficiles, tout en indiquant qu'elles reprendraient si de nouvelles informations étaient découvertes. Puis, le 8 juin, 11 jours plus tard, le corps de Spencer a été retrouvé flottant dans l'océan par un pêcheur, dans une direction opposée à celle où se trouvait le voilier. Des traces d'alcool et de THC ont été détectées dans son organisme. Bien que la cause officielle de la mort ait été classée comme une noyade accidentelle sans signe de traumatisme, cela n'a pas empêché les spéculations. Pourquoi Spencer s'était-il noyé alors que le corps de Sophia n'avait toujours pas été retrouvé ? Le 22 juillet 2018, un groupe Facebook intitulé Finding Sophia McKenna a été créé pour tenter de résoudre ce mystère. Beaucoup trouvaient étrange que la recherche ait été arrêtée si rapidement et que les relevés téléphoniques de Spencer n'aient jamais été rendus publics. Il paraissait également suspect que les empreintes digitales sur le voilier n'aient jamais été analysées et que Sophia n'ait pas appelé le 911, bien qu'elle ait clairement eu besoin d'aide. Ces zones d'ombre ont conduit certains à soupçonner Austin, l'accusant d'avoir tué Spencer avant d'emmener Sophia ailleurs pour l'assassiner également. Cependant, en août 2024,
Aucune preuve ne soutenait cette théorie. Et même la mère de Sofia n'a jamais cru qu'Austin était responsable, malgré leur relation compliquée. D'après l'enquête, l'hypothèse la plus probable est que le voilier se soit détaché, flottant au loin pendant la nuit. Spencer aurait alors tenté de le récupérer mais se serait noyé. Ce qui s'est passé après reste un mystère. L'une des théories les plus populaires sur Internet suggère que, après la noyade de Spencer, Sofia serait restée seule au phare, appelant à l'aide. Selon cette hypothèse, un marin solitaire aurait pu l'entendre, lui proposer de l'aide avant de la kidnapper, soit pour la tuer, soit pour la vendre à des trafiquants. Toutefois, cette théorie semble peu probable, car il y avait peu de chances qu'un autre bateau se rende au phare si tard dans la nuit. Une autre rumeur diffusée sur TikTok et Facebook prétend que Spencer et Sofia auraient eu une dispute au phare qui aurait conduit à leur disparition. Cependant, cela semble encore moins crédible que la théorie du kidnappeur, car les deux amis semblaient proches et n'avaient aucun passif de violence. Si l'on se base sur la dernière vidéo Snapchat de Spencer, postée juste avant les appels manqués, il est évident qu'ils passaient un bon moment ensemble. Pour qu'un drame survienne, un événement imprévu et tragique aurait dû se produire. Aujourd'hui, la disparition de Sofia reste inexpliquée. La police et la famille de la jeune femme pensent désormais que Spencer s'est noyé en essayant de récupérer le voilier et que Sofia n'a pas osé appeler le 911, de peur d'être poursuivie pour violation de propriété. Reste à savoir si elle s'est noyée en essayant de sauver Spencer, si elle est tombée accidentellement à l'eau, ou si quelque chose d'encore plus sinistre lui est arrivé alors qu'elle était seule au phare. Patricia Meehan. Le 20 avril 1989, une femme nommée Peggy Bueller roulait sur une route de campagne sombre près d'une petite ville du Montana appelée Circle. Soudain, elle aperçut une voiture roulant dans sa voie à contresens et fonçant droit sur elle à grande vitesse. Peggy fit une embardée et parvint heureusement à éviter une collision frontale. Malheureusement, Carol White, la conductrice de la voiture derrière Peggy, n'eut pas cette chance. Carol avait été témoin de l'évitement de justesse quelques secondes plus tôt et avait tenté de dévier à son tour. Mais la conductrice à contresens la percuta de plein fouet. Choquée par l'accident et un peu sonnée, Carol sortit de son véhicule pour essayer de retrouver la femme responsable de l'accident. Quelques secondes plus tard, une femme blonde d'une trentaine d'années sortit en rampant de son véhicule accidenté et se tint sur le bord de la route. Selon Carol, elle ne prononça pas un mot et se contenta de la fixer avec une expression vide. Peu après, Peggy Bueller revint sur ses pas pour s'assurer que tout le monde allait bien après l'accident. C'est alors qu'elle vit la femme blonde escalader une clôture longeant l'autoroute. Dans son témoignage, Peggy déclara « En regardant la scène de l'accident, j'ai remarqué quelqu'un de l'autre côté de la clôture, debout comme un simple spectateur, pas comme si cela venait de lui arriver. » Lorsque la police arriva sur les lieux, la femme blonde avait disparu, mais ils parvinrent à l'identifier grâce à sa plaque d'immatriculation. Il s'agissait de Patricia Meehan, 38 ans, résidant à Bozeman, Montana, où elle travaillait comme éleveuse durant l'été. Pendant 5 jours, la police fouilla la zone avec des chiens et des hélicoptères, mais ne trouva aucune trace de Patricia, hormis une série d'empreintes situées à environ 1 kilomètre du lieu de l'accident, qui finissait par disparaître. D'après le rapport de police, Patricia se rendait chez ses parents à Pittsburgh avant l'accident. Fait intéressant, les enquêteurs découvrirent plus tard que Patricia avait parlé à ses parents la veille du crash et leur avait confié être très stressée et vouloir revenir vivre avec eux quelque temps. Comme Patricia était une femme plutôt stable et n'avait aucun problème avec l'alcool ou la drogue, ses parents furent surpris par sa demande, mais acceptèrent à condition qu'elle consulte un thérapeute avant d'emménager avec eux. Ainsi, avant de partir pour Pittsburgh, Patricia prit rendez-vous avec un spécialiste pour le lendemain et se prépara à faire le voyage. On ignore pourquoi elle est passée par Circle, qui n'est pas sur le trajet direct entre Bozeman et Pittsburgh, mais il est possible qu'elle se soit perdue. N'ayant que peu d'indices en dehors de l'identité de Patricia et des déclarations de sa famille, la police tenta d'expliquer où elle aurait pu disparaître. Après un certain temps, 2 principales théories émergèrent. Soit Patricia avait fait du stop après s'être enfoncée dans l'obscurité,
Soit elle s'était cachée dans un camion transportant du foin que les policiers avaient aperçu à un peu plus d'1 kilomètre du site de l'accident. C'est là que l'affaire prit une tournure étrange. Dans les jours suivants, de nombreuses personnes contactèrent la police pour signaler qu'elles avaient vu Patricia Meehan dans différents relais routiers et restaurants le long de l'I-70. Elles la décrivaient comme désorientée, confuse et demandant aux étrangers de l'emmener en voiture. À la fin du mois de juin de cette année-là, plus de 25 signalements avaient été rapportés aux parents de Patricia qui s'étaient rendus au Montana dans l'espoir de retrouver leur fille disparue. Étrangement, beaucoup de ceux qui affirmaient l'avoir vue confirmaient qu'il s'agissait bien d'elle après avoir vu ses photos et vidéos, mais aucun d'entre eux n'avait pensé à signaler sa présence aux autorités. C'était comme si, même dans son état confus, elle faisait tout pour rester un pas devant la police et ses parents. À l'automne de la même année, d'autres témoignages commencèrent à affluer. En septembre, Patricia aurait fait du stop avec une femme à Victor, Montana, qui lui proposa de passer la nuit chez elle et son mari. Le lendemain, le couple la déposa à un relais routier pour qu'elle puisse rejoindre des amis qu'elle disait visiter ailleurs dans l'État. Mais lorsque le couple réalisa qu'elle était une femme recherchée, Patricia avait déjà disparu. Pendant ce temps, les parents de Patricia découvrirent une pellicule non développée dans l'un de ses appareils photo. Parmi les clichés, ils trouvèrent un autoportrait troublant, pris peu avant l'accident et la disparition. Sur l'image, Patricia fixait un miroir d'un regard vide, un appareil photo entre les mains. À ce jour, c'est la dernière photo connue d'elle. À ce jour, au moins 100 personnes ont affirmé avoir vu Patricia Meehan depuis sa disparition, mais les autorités n'ont jamais réussi à la retrouver. Le caractère extrêmement étrange de cette affaire a laissé tout le monde perplexe, des policiers aux détectives amateurs en ligne, en passant par le grand public. Naturellement, cela a donné naissance à de nombreuses théories pour tenter d'expliquer sa disparition. L'une des plus populaires suggère que Patricia aurait souffert d'amnésie après l'accident, ce qui pourrait être plausible compte tenu de son état mental avant son départ pour Pittsburgh. Plusieurs psychologues ont avancé l'idée qu'un stress intense combiné à un traumatisme crânien aurait pu provoquer une amnésie totale, poussant Patricia à errer à travers l'État dans une quête désespérée pour retrouver ses souvenirs. Cette hypothèse expliquerait son comportement confus et désorienté, mais pas comment elle a réussi à échapper aux autorités malgré plus de 100 signalements à travers le pays. Une autre théorie, plus sombre, est que Patricia aurait provoqué l'accident intentionnellement dans une tentative de mettre fin à ses jours. Cela pourrait expliquer pourquoi elle aurait fait un détour par Circle, au lieu de prendre un itinéraire plus direct vers Pittsburgh. Cependant, si elle avait vraiment l'intention de se suicider, pourquoi aurait-elle pris rendez-vous avec un thérapeute à Pittsburgh quelques heures avant l'accident? D'autres pensent que Patricia n'aurait jamais fait de stop et se serait simplement aventurée dans les bois avant de se noyer dans un plan d'eau voisin. Cela serait particulièrement étrange, étant donné que tant de témoins ont juré l'avoir vue et reconnue grâce aux photos montrées par ses parents. Pourtant, certains enquêteurs estiment que cette hypothèse reste plausible. Étant donné que l'affaire remonte à plusieurs décennies, il est peu probable que nous sachions un jour ce qui est réellement arrivé à Patricia Meehan. Cette disparition restera probablement l'une des plus étranges et des plus troublantes de l'histoire.